Il est 03h27 du matin, et le Mistral siffle à travers les barreaux de ma cellule à la prison des Baumettes. Cet air salé, chargé de l'odeur du port de Marseille, me ramène toujours à cette chaleur étouffante de l'après-midi du 14 juillet. Il faisait 34 degrés à l'ombre. C'est le jour précis où moi, Yanis, le gérant respecté du plan Stup de la Castellane, j'ai signé mon propre arrêt de mort. Pas en tuant un rival, non. J'ai commis une erreur bien plus grave. J'ai décidé d'humilier un vieux balayeur. Maintenant, faites une pause. Écoutez bien. Ce que je vais vous raconter, c'est un document confidentiel, une fuite du système. Les fantômes de la DGSI, les services secrets français, ils détestent qu'on révèle leurs méthodes, qu'on expose comment ils transforment un type invisible en une arme. Alors, avant que cette vidéo ne soit censurée ou ne disparaisse mystérieusement, abonnez-vous, activez la cloche, partagez. C'est votre seule garantie de voir la suite. Chaque clic est un défi lancé à ceux qui nous observent depuis l'ombre. Voilà, maintenant que vous avez blindé le canal, on peut y aller. Retournons quelques mois en arrière, avant que l'enfer ne s'abatte sur moi. La Castellane, notre cité, était notre royaume. Un labyrinthe de béton sous le soleil écrasant de Provence, où le son des cigales était couvert par celui des scooters T-Max et des basses de Jules qui crachèrent des enceintes. J était le roi de ce petit monde, le représentant de la DZ Mafia, et chaque euro qui circulait passait d'abord par mes mains. Mon équipe, C était la famille. Sofiane, mon bras droit, un colosse de 1,90 pour 105 kilos, toujours silencieux, une montagne de muscles qui ne parlait qu'avec les poings. Et Karim, le petit nerveux, rapide comme l'éclair. D'œil partout, le meilleur chauffeur qu'on ait jamais eu. On formait un trio parfait, une machine bien huilée qui contrôlait le périmètre du bâtiment G, le cœur de notre activité. On se sentait invincible, protégé par les murs de la cité et la réputation de nos patrons. Notre arsenal était simple mais efficace. Chacun avait son Glock 19, une arme fiable, facile à dissimuler dans une sacoche Gucci ou Louis Vuitton. Pour les affaires sérieuses, on avait accès à des kalachnikovs bien cachés dans une cave, mais on ne les sortait que rarement. Notre vrai pouvoir N n'était pas dans les armes, mais dans le contrôle total du territoire. On connaissait chaque recoin, chaque passage, chaque visage. Personne n'entrait ou ne sortait de la Castellane sans notre permission. On était le système. La vie était une routine dorée. Le matin, je récupérais la marchandise, je la distribuais aux vendeurs, les charbonneurs. L'après-midi, je collectais l'argent, des liasses épaisses de billets de 20 et 50 euros. Le soir, c'était la belle vie. Restaurant sur le Vieux-Port, chicha, belle voiture louée pour le week-end. Le respect se mesurait à l'épaisseur de ta chaîne en or et à la puissance de ton scooter. J'avais tout ça. J était au sommet de mon petit empire de béton. Ce jour-là, la motivation N était ni la cupidité, ni un ordre venu d'en haut. C était pire. C était l'ennui. La chaleur rendait l'air lourd, les clients se faisaient rares, et une torpeur s'était installée sur la place. J'avais besoin d'action, d'une distraction, d'une manière de réaffirmer mon autorité devant les plus jeunes qui me regardaient avec des yeux pleins d'admiration et de crainte. Je cherchais une cible facile pour briser la monotonie, et le destin m'en a servi une sur un plateau. Notre puissance venait de notre organisation. On fonctionnait comme une petite armée. Les chauffeurs étaient de nos yeux, postés sur les toits des immeubles, communiquant par talkies-walkies cryptés. Les vendeurs étaient l'infanterie, disciplinée et efficace. Et moi, J était l'officier sur le terrain, celui qui prenait les décisions, qui réglait les problèmes. On avait un protocole pour tout, l'arrivée de la police, les clients suspects, les tentatives d'infiltration des clans rivaux. On se croyait préparé à toute éventualité. L'arrogance était notre carburant. On avait repoussé plusieurs descentes de police. Nos guetteurs donnaient l'alerte bien avant que les uniformes n'entrent dans la cité. On avait gagné des guerres de territoire contre des équipes venues des quartiers nord. La DZ Mafia était le nom le plus redouté de Marseille, et nous en étions les fiers soldats. Cette sensation de pouvoir absolu, cette certitude que rien ne pouvait nous arriver, c'était une drogue plus puissante que toutes celles qu'on vendait. Et c'est cette drogue qui allait nous tuer. Il était 16h15 quand je l'ai vu. Monsieur Bernard, comme les vieilles du quartier l'appelaient, un agent de propreté de la mairie, la soixantaine bien tassée, le dos voûté par des années de travail. Il portait son uniforme orange et vert fluorescent,
un gilet qui le rendait visible mais paradoxalement invisible à nos yeux. Il faisait partie du décor, un meuble qu'on ne remarquait plus. Il balayait le sol méthodiquement, avec une lenteur qui me semblait être une insulte à notre rythme de vie. Il avançait lentement, poussant sa poubelle à roulettes, son balai grattant le bitume avec un son régulier et agaçant. Il était l'antithèse de notre monde. Vieux, lent, travailleur, honnête. Une proie parfaite. Il ne regardait personne, le visage concentré sur les détritus au sol, comme s'il était seul au monde. Pour nous, Ilen n'était rien. Un civil, un passif, un fantôme sans importance dans notre théâtre de pouvoir. C'est cette perception qui a été notre première erreur fatale. Le plan, si on peut appeler ça un plan, m'est venu en une seconde. Une idée née du mépris et de l'ennui. J'ai dit à Sofiane et Karim, « Regardez-moi ce vieux. On va lui apprendre à respecter le territoire. » Il nettoie mon bureau comme s'il était chez lui. L'idée était simple, une humiliation publique. Le forcer à nettoyer une saleté que j'allais créer moi-même. Un petit jeu de pouvoir pour amuser la galerie et me rappeler à moi-même que J était le patron ici. On s'est mis en place sans un mot. C était instinctif, une chorégraphie qu'on avait répétée des dizaines de fois pour encercler un client récalcitrant ou un petit dealer indépendant. Sofiane s'est placé derrière lui coupant toute retraite. Karim est resté sur le côté, prêt à intervenir. Moi, je me suis approché de front, lentement, savourant le moment. Le soleil tapait sur ma nuque, mais je sentais un frisson d'excitation. La certitude que ce serait facile était absolue. Le vieux continuait son travail, imperturbable, se rapprochant de plus en plus de notre banc. Il était à moins de 3 mètres maintenant. Je pouvais sentir son odeur, un mélange de sueur et de désinfectant bon marché. Il n'avait toujours pas levé les yeux, entièrement absorbé par sa tâche. Pour lui, nous n'existions pas. Cette indifférence a fait monter la rage en moi. Comment osait-il nous ignorer, nous, les maîtres des lieux? Il allait apprendre le respect. L'opération a commencé. Je me suis levé. La musique s'est arrêtée comme sur commande. Le silence s'est fait sur la place. Tous les regards étaient tournés vers moi. J'ai marché jusqu'à sa poubelle et d'un coup de pied puissant, je l'ai renversé. Des papiers, des canettes, des mégots de cigarettes se sont répandus sur le sol qu'il venait de nettoyer. Le bruit du plastique heurtant le béton a résonné comme un coup de feu. J'ai planté mes yeux dans les siens, enfin, et j'ai commencé le dialogue. « Wesh, l'ancien, t'as perdu la pêche ou quoi? Tu te fous de ma gueule ?» Ma voix était calme, mais chargée de menaces. Je voulais qu'il comprenne bien la hiérarchie. « Tu vois tout ce bordel? C'est toi qui l'as fait. Maintenant, tu ramasses tout ça, et avec tes mains, pas avec ton balai de merde. » J'attendais de la peur, des supplications, une soumission immédiate. C'est là que le scénario a commencé à dérailler. C'est là que j'aurais dû comprendre. Monsieur Bernard n'a pas bronché. Il a simplement arrêté de bouger. Il a levé la tête, très lentement. Et ses yeux, wallah, je n'oublierai jamais ses yeux. Ce haine n'était pas le regard d'un vieil homme effrayé. C'est était bleu, délavé, mais d'une intensité glaciale. Il n'y avait aucune peur, aucune colère, juste une évaluation, une analyse froide et méthodique. Il m'a regardé, puis Sofiane, puis Karim, puis il a fixé la sacoche sur ma poitrine, là où mon Glock créait une légère bosse. Ce regard a duré peut-être 3 secondes, mais ça m'a paru une éternité. Le premier frisson de doute m'a parcouru l'échine. Un prédateur en reconnaît un autre. Ce type n'était pas une proie. Il y avait quelque chose de fondamentalement faux dans sa posture, dans son calme olympien face à 3 jeunes armés et menaçants. Mon cerveau a crié « danger »,« piège »,« keuf ». Mais mon orgueil, cet enfoiré, a crié plus fort. Je ne pouvais pas reculer devant tout le monde. Le silence était devenu lourd, presque insupportable. Les jeunes nous regardaient, attendant de voir comment le roi allait mater sa rébellion. Le vieux n'a pas dit un mot. Il a juste hoché la tête. Un mouvement lent, presque imperceptible, comme s'il acceptait mes conditions. Mais ce haine n'était pas de la soumission. C'était autre chose. C'était comme s'il validait une information, comme s'il cochait une case dans sa tête. Ce simple geste m'a terrifié au plus profond de moi. Pour masquer ma propre angoisse grandissante, j'ai haussé le ton. La violence verbale est souvent le refuge de celui qui sent le contrôle lui échapper. « T'es sourd, putain !» J'ai dit « ramasse !» J'ai hurlé en faisant un pas vers lui. Je voulais briser cette carapace de calme, le forcer à réagir comme une victime normale. Je voulais voir la peur dans ses yeux, mais tout ce que j'y voyais, c'était mon propre reflet,
déformé par une sorte de pitié froide. Le détail qui ne collait pas, étaient ses mains. En se penchant pour commencer à ramasser les ordures, j'ai vu ses mains. Elles n'étaient pas les mains d'un balayeur. Pas de callosités épaisses, pas de doigts déformés par le travail manuel. Elles étaient propres, les ongles courts et soignés. Étaient les mains d'un homme qui ne passait pas ses journées à tenir un balai. Étaient des mains précises, des mains d'opérateur. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Il a commencé à ramasser les détritus, un par un, avec une lenteur calculée. Chaque papier qu'il prenait était un petit spectacle de soumission. Mais son visage restait impassible. Il ne semblait pas humilié. Il semblait patient, comme un chasseur qui attend que sa proie se vide de son sang. L'ambiance était devenue étrange. Mes gars ne comprenaient pas. Ils voyaient une victoire, mais moi je sentais le goût amer de la défaite. Je venais de tomber dans un piège que j'avais moi-même tendu. Cette tension a duré plusieurs minutes. Le soleil continuait de taper, les cigales chantaient leurs chansons infernales, et ce vieil homme était à genoux, nettoyant mon arrogance. Une fois terminé, il s'est relevé, a remis sa poubelle droite et, sans un regard pour nous, a repris son chemin, son balai recommençant son grattement rythmé sur le bitume. Il a disparu au coin d'un immeuble. Le spectacle était terminé. J'avais gagné en apparence, mais je savais que j'avais perdu quelque chose d'essentiel. L'explosion de violence n'a pas eu lieu ce jour-là. C'est ça, le vrai protocole des professionnels. Ils n'agissent jamais sous le coup de l'émotion. Ils observent, ils collectent, ils attendent le moment parfait. L'humiliation que je lui avais infligée ne était pas une insulte pour lui. Était la pièce manquante de son puzzle, la justification finale dont il avait besoin pour lancer l'opération. Mon petit caprice de caïd venait de valider une intervention à grande échelle. J'avais donné le feu vert pour ma propre destruction. La véritable explosion a eu lieu 3 mois plus tard, le 18 octobre, à 06h du matin. Je dormais profondément dans mon appartement au 8e étage, le même appartement que je payais en liquide et qui servait de bureau officieux. Le premier son a été un boum assourdissant, comme si le ciel nous tombait sur la tête. Ma porte blindée, qui m'avait coûté une fortune, a été arrachée de ses gonds et a volé à travers le salon. Le chaos venait de commencer. Avant même que mes yeux ne s'habituent à l'obscurité, une lumière blanche et aveuglante a rempli la pièce, suivie d'une détonation qui m'a laissé sourd, une grenade assourdissante. Des ombres noires, massives, équipées de casques et de fusils d'assaut, ont envahi l'appartement. Était la BRI, pas les flics du coin, élite. En moins de 2 secondes, j'ai été tiré du lit, plaqué au sol, le visage contre le carrelage froid. Mon Glock sous l'oreiller était aussi utile qu'un jouet. Le chasseur était devenu la proie. La transition a été si brutale, si rapide, que mon cerveau n'a pas eu le temps de comprendre. Un instant, J était le roi de la Castellane, l'intouchable. L'instant d'après, J était un homme en caleçon, maîtrisé par des opérateurs qui se déplaçaient avec une précision militaire, sans un cri, sans un mot superflu. Il connaissait l'agencement de mon appartement par cœur. Il savait exactement où aller, quoi chercher. L'opération avait été planifiée dans les moindres détails. Pendant que J était maintenu au sol, un genou pesant sur ma nuque, je voyais mes partenaires tomber les uns après les autres. Des opérations simultanées avaient lieu dans toute la cité. Sofiane, Karim, les vendeurs, les chauffeurs, tout le réseau était démantelé en quelques minutes. 0 coup de feu, 0 basse. Était une extraction chirurgicale. Ils n'étaient pas là pour une guerre de rue. Ils étaient là pour décapiter la logistique de la DZ Mafia, une efficacité terrifiante. La panique a laissé place à une résignation glaciale. J'ai compris que tout était fini. Ce N n'était pas une simple descente pour saisir quelques grammes de résine. Était une opération de renseignement, préparée depuis des mois, voire des années. Et le déclencheur, le point de départ de ma chute, était lui, le vieux balayeur. L'homme invisible que j'avais choisi de provoquer par pur orgueil. Il n'était pas une victime. Il était le juge, le jury et le bourreau. Ils m'ont traîné dehors, les mains attachées dans le dos par un serre-flex en plastique qui me cisaillait les poignets. Devant mon immeuble, tous les voisins étaient à leurs fenêtres, filmant avec leur téléphone. L'humiliation était totale. Le roi déchu, exposé en sous-vêtements devant son peuple. Était ça, leur véritable arme. Pas seulement la force, mais la destruction psychologique. Ils ne se contentaient pas de vous arrêter.
Ils anéantissaient votre réputation, votre aura, votre pouvoir. Dans mon appartement, ce N n'était pas la drogue qu'ils cherchaient. Une équipe spécialisée a utilisé un détecteur de métaux et a ouvert une cloison dans ma chambre. Derrière, ils ont trouvé ce qu'ils étaient venus chercher. Un ordinateur portable crypté et les livres de compte détaillant toutes les transactions, les noms des contacts au port, les routes d'importation. Ils n'ont pas touché à l'argent liquide. L'objectif était bien plus grand. Ils voulaient faire tomber tout le système. Le combat était terminé avant même d'avoir commencé. Il n'y a pas eu de résistance. Comment résister à des fantômes qui connaissent chacun de vos mouvements? La BRI a sécurisé le périmètre et ensuite, les enquêteurs en civil sont arrivés pour nettoyer la scène, collecter les preuves. Tout s'est déroulé dans un calme impressionnant, un ballet professionnel qui contrastait violemment avec le chaos de notre quotidien. C était la justice de l'État, froide, implacable et incroyablement efficace. Alors que J était à genoux sur le trottoir, attendant d'être embarqué, un homme en costume impeccable s'est approché de moi. Il n'avait plus son uniforme de balayeur, mais j'ai immédiatement reconnu ses yeux. C'était le spectre, sans son déguisement. Il s'est accroupi à ma hauteur, un léger sourire aux lèvres. Il a sorti une tablette et m'a montré une photo. C'était moi en train de shooter dans sa poubelle, le visage déformé par l'arrogance. Une image nette, prise à distance. Tu te souviens de ce jour? Sa voix était calme, posée, sans une once de triomphe. Ce jour-là, tu as commis une erreur. Tu as cru que la force, était l'intimidation et la violence. Tu nous as donné la justification parfaite pour déclencher l'opération Mistral gagnant. On avait besoin d'un acte d'agression manifeste pour obtenir tous les mandats. Alors, d'une certaine manière, merci pour ta collaboration, Yanis. Chaque mot était une lame qui s'enfonçait un peu plus. Ma sentence a été lourde. 20 ans de prison ferme pour trafic de drogue en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Le juge a lu le verdict sans même lever les yeux. Pour le système, J était juste un dossier de plus, une base comptable, dans la guerre contre le crime. Sofiane a pris 15 ans, Karim 10. Les grands patrons de la DZ Mafia, ceux que je n'avais jamais vus, ont été arrêtés quelques semaines plus tard, grâce aux informations de mon ordinateur. Le destin de mes compagnons a été scellé ce jour-là. Certains sont ici, avec moi au Beaumet. D'autres ont été transférés dans d'autres prisons en France. On ne parle plus jamais de cette journée. C'est un souvenir trop honteux. La chute a été trop brutale. On est passé de roi à moins que rien en l'espace de 5 minutes. Et tout ça parce que notre chef sur le terrain, moi, a préféré jouer les durs avec un vieil homme plutôt que de rester discret. Des années ont passé. La fenêtre de ma cellule donne sur un bout de ciel bleu. Parfois, je vois passer les avions qui décollent de Marignane. Aujourd'hui, je suis le larbin de l'étage. Je passe mes journées avec une serpillière et un seau à nettoyer le sol de la coursive. L'ironie est cruelle, n'est-ce pas? Le grand Yanis, le caïd de la Castellane, est devenu un agent de propreté. Chaque jour, je rejoue la scène dans ma tête. Et chaque jour, je comprends un peu mieux mon erreur. Et lui, le prédateur, le spectre, je ne l'ai jamais revu. Il a disparu aussi vite qu'il était apparu. Il est probablement en train de balayer une autre rue, dans une autre cité, dans un autre enfer. Peut-être qu'il est barman dans un club de motards ou docker sur un port en Belgique. Il chasse des diables plus gros que moi. Il est l'arme silencieuse de l'État, un fantôme qui se fond dans le décor pour mieux frapper au cœur. La DZ Mafia a été démantelée, mais le plan stup de la Castellane, lui, n'a jamais cessé. Quelques semaines après notre arrestation, une nouvelle équipe a pris le contrôle. Le clan Yoda des rivaux. Ils ont simplement remplacé les gérants. Le système est plus fort que les hommes. Le quartier a besoin de son économie souterraine pour survivre. Rien n'a vraiment changé, sauf pour moi. Moi, j'ai été effacé de l'équation. Je suis devenu un exemple, une leçon pour les autres. La leçon morale de cette histoire, si vous devez en retenir une, est simple. Dans la cité, on croit que le pouvoir, c'est une Kalachnikov, un scooter T-Max et une réputation de dur. C'est une illusion. Le vrai pouvoir, le pouvoir ultime, ne fait pas de bruit. Il ne porte pas de survêtement Lacoste. Il porte un uniforme de travail. Il observe, il prend des notes, et il attend patiemment le bon moment pour vous rayer de la carte. Et moi, j'ai été rayé de la carte à cause d'une putain de poubelle. Il est 03h27 du matin, et le Mistral siffle à travers les barreaux de ma cellule à la prison des Baumettes.
Cet air salé, chargé de l'odeur d'humidité et de shit mal consumé, me ramène toujours à cette chaleur écrasante de l'après-midi du 14 juillet. Il faisait 34 degrés à l'ombre. C'est le jour précis où moi, Yanis, le gérant respecté du plan Stup de la Castellane, j'ai signé mon propre arrêt de mort. Je ne savais pas que la simple provocation d'un vieux balayeur allait déclencher la fin de notre règne. Maintenant, faites une pause. Écoutez bien. Ce que je vais vous raconter, c'est un document confidentiel, une fuite du système. Les fantômes de la DGSI, les services secrets français, ils détestent qu'on révèle leurs méthodes, qu'on expose comment ils transforment un type invisible en une arme. Alors, avant que cette vidéo ne soit censurée ou ne disparaisse mystérieusement, abonnez-vous, activez la cloche, partagez. C'est votre seule garantie de voir la suite. Chaque clic est un défi lancé à ceux qui nous observent depuis l'ombre. Voilà, maintenant que vous avez blindé le canal, on peut y aller. Retournons quelques heures en arrière, avant que l'enfer ne s'abatte sur moi. La Castellane, notre cité, était notre royaume. Un labyrinthe de béton sous le soleil écrasant de Provence, où le son des cigales était couvert par celui des scooters T-Max et des basses de Jules qui crachèrent des enceintes. J était le roi de ce petit monde, le représentant de la DZ Mafia, et chaque euro qui circulait passait d'abord par mes mains. Mon équipe, C était la famille. Sofiane, mon bras droit, un colosse de 1,90 pour 105 kilos, toujours silencieux, une montagne de muscles qui ne parlait qu'avec les poings. Et Karim, le petit nerveux, rapide comme l'éclair, et l'œil partout, le meilleur chauffeur qu'on ait jamais eu. On formait un trio parfait, une machine bien huilée qui contrôlait le périmètre du bâtiment G, le cœur de notre activité. On se sentait invincible, protégé par les murs de la cité et la réputation de nos patrons. Notre arsenal était simple mais efficace. Chacun avait son Glock 19, une arme fiable, facile à dissimuler dans une sacoche Gucci ou Louis Vuitton. Pour les affaires sérieuses, on avait accès à des kalachnikovs bien cachés dans une cave, mais on ne les sortait que rarement. Notre vrai pouvoir haine était pas dans les armes, mais dans le contrôle total du territoire. On connaissait chaque recoin, chaque passage, chaque visage. Personne n'entrait ou ne sortait de la Castellane sans notre permission. On était le système. La vie était une routine dorée. Le matin, je récupérais la marchandise, je la distribuais aux vendeurs, les charbonneurs. L'après-midi, je collectais l'argent des liasses épaisses de billets de 20 et 50 euros. Le soir, C était la belle vie. Restaurant sur le vieux port, chicha, belle voiture louée pour le week-end. Le respect se mesurait à l'épaisseur de ta chaîne en or et à la puissance de ton scooter TMAX. J'avais tout ça. J était au sommet de mon petit empire de béton. Ce jour-là, la motivation N était ni la cupidité, ni un ordre venu d'en haut. C était pire, C était l'ennui. La chaleur rendait l'air lourd, les clients se faisaient rares, et une torpeur S était installée sur la place. J'avais besoin d'action, d'une distraction, d'une manière de réaffirmer mon autorité devant les plus jeunes qui me regardaient avec des yeux pleins d'admiration et de crainte. Je cherchais une cible facile pour briser la monotonie, et le destin m'en a servi une sur un plateau. Notre puissance venait de notre organisation. On fonctionnait comme une petite armée. Les chauffeurs étaient nos yeux, postés sur les toits des immeubles, communiquant par talkies-walkies cryptés. Les vendeurs étaient l'infanterie, disciplinée et efficace. Et moi, j'ai été l'officier sur le terrain, celui qui prenait les décisions, qui réglait les problèmes. On avait un protocole pour tout. L'arrivée de la police, les clients suspects, les tentatives d'infiltration des clans rivaux. On se croyait préparé à toute éventualité. L'arrogance était notre carburant. On avait repoussé des descentes de police. Nos guetteurs donnaient toujours l'alerte à temps. On avait gagné des guerres de territoire contre les clans des quartiers nord. Le nom de la DZ Mafia faisait trembler tout Marseille. Et nous en étions les soldats. Cette sensation de pouvoir absolu, cette certitude que rien ne pouvait nous arriver. Voilà. Ça, c'était une drogue plus forte que tout ce qu'on vendait. C'est cette drogue qui a signé notre arrêt de mort. Il était 16h15 quand je l'ai vraiment vu. Monsieur Bernard, comme les vieilles du quartier l'appelaient, un agent de propreté de la mairie, la soixantaine bien tassée, le dos voûté par des années de travail. Il portait son uniforme orange et vert fluorescent, un gilet qui le rendait visible mais paradoxalement invisible à nos yeux. Il faisait partie du décor, un meuble qu'on ne remarquait plus. Il balayait le sol méthodiquement, avec une lenteur qui me semblait être une insulte à notre rythme de vie.
Il avançait lentement, poussant sa poubelle à roulettes, son balai grattant le bitume avec un son régulier et agaçant. Il était l'antithèse de notre monde. Vieux, lent, travailleur, honnête. Une proie parfaite. Il ne regardait personne, le visage concentré sur les détritus au sol, comme s'il était seul au monde. Pour nous, Ilen n'était rien. Un civil, un passif, un fantôme sans importance dans notre théâtre de pouvoir. C'est cette perception qui a été notre première erreur fatale. Le plan, si on peut appeler ça un plan, m'est venu en une seconde. Une idée née du mépris et de l'ennui. J'ai dit à Sofiane et Karim, « Regardez-moi ce vieux. On va lui apprendre à respecter le territoire. » Il nettoie mon bureau comme s'il était chez lui. L'idée était simple, une humiliation publique. Le forcer à nettoyer une saleté que j'allais créer moi-même. Un petit jeu de pouvoir pour amuser la galerie et me rappeler à moi-même que J était le patron ici. On s'est mis en place sans un mot. C était instinctif, une chorégraphie qu'on avait répétée des dizaines de fois pour encercler un client récalcitrant ou un petit dealer indépendant. Sofiane s'est placé derrière lui coupant toute retraite. Karim est resté sur le côté, prêt à intervenir. Moi, je me suis approché de front, lentement, savourant le moment. Le soleil tapait sur ma nuque, mais je sentais un frisson d'excitation. La certitude que ce serait facile était absolue. Le vieux continuait son travail, imperturbable, se rapprochant de plus en plus de notre banc. Il était à moins de 3 mètres maintenant. Je pouvais sentir son odeur, un mélange de sueur et de désinfectant bon marché. Il n'avait toujours pas levé les yeux, entièrement absorbé par sa tâche. Pour lui, nous n'existions pas. Cette indifférence a fait monter la rage en moi. Comment osait-il nous ignorer, nous, les maîtres des lieux? Il allait apprendre le respect. L'opération a commencé. Je me suis levé. La musique s'est arrêtée comme sur commande. Le silence s'est fait sur la place. Tous les regards étaient tournés vers moi. J'ai marché jusqu'à sa poubelle et d'un coup de pied puissant, je l'ai renversé. Des papiers, des canettes. Des mégots de cigarettes se sont répandus sur le sol qu'il venait de nettoyer. Le bruit du plastique heurtant le béton a résonné comme un coup de feu. J'ai planté mes yeux dans les siens, enfin, et j'ai commencé le dialogue. « Wesh, l'ancien, t'as perdu la pêche ou quoi? Tu te fous de ma gueule ?» Ma voix était calme, mais chargée de menaces. Je voulais qu'il comprenne bien la hiérarchie. « Tu vois tout ce bordel? C'est toi qui l'as fait. Maintenant, tu ramasses tout ça, et avec tes mains, pas avec ton balai de merde. » J'attendais de la peur, des supplications, une soumission immédiate. C'est là que le scénario a commencé à dérailler. C'est là que j'aurais dû comprendre. Monsieur Bernard n'a pas bronché. Il a simplement arrêté de bouger. Il a levé la tête, très lentement. Et ses yeux, wallah, je n'oublierai jamais ses yeux. Ce haine n'était pas le regard d'un vieil homme effrayé. Était bleu, délavé, mais d'une intensité glaciale. Il n'y avait aucune peur, aucune colère, juste une évaluation, une analyse froide et méthodique. Il m'a regardé, puis Sofiane, puis Karim, puis il a fixé la sacoche sur ma poitrine, là où mon Glock créait une légère bosse. Ce regard a duré peut-être 3 secondes, mais ça m'a paru une éternité. Le premier frisson de doute m'a parcouru l'échine. Un prédateur en reconnaît un autre. Ce type n'était pas une proie. Il y avait quelque chose de fondamentalement faux dans sa posture, dans son calme olympien, face à 3 jeunes armés et menaçants. Mon cerveau a crié « danger »,« piège »,« keuf ». Mais mon orgueil, cet enfoiré, a crié plus fort. Je ne pouvais pas reculer devant tout le monde. Le silence était devenu lourd, presque insupportable. Les jeunes nous regardaient, attendant de voir comment le roi allait mater sa rébellion. Le vieux n'a pas dit un mot. Il a juste hoché la tête. Un mouvement lent, presque imperceptible, comme s'il acceptait mes conditions. Mais ce haine n'était pas de la soumission. C'était autre chose. Était comme s'il validait une information, comme s'il cochait une case dans sa tête. Ce simple geste m'a terrifié au plus profond de moi. Pour masquer ma propre angoisse grandissante, j'ai haussé le ton. La violence verbale est souvent le refuge de celui qui sent le contrôle lui échapper. « T'es sourd, putain !» J'ai dit « ramasse !» J'ai hurlé en faisant un pas vers lui. Je voulais briser cette carapace de calme, le forcer à réagir comme une victime normale. Je voulais voir la peur dans ses yeux, mais tout ce que j'y voyais, était mon propre reflet, déformé par une sorte de pitié froide. Le détail qui ne collait pas, étaient ses mains. En se penchant pour commencer à ramasser les ordures, j'ai vu ses mains. Elles n'étaient pas les mains d'un balayeur. Pas de callosités épaisses,
pas de doigts déformés par le travail manuel. Elles étaient propres, les ongles courts et soignés. C étaient les mains d'un homme qui ne passait pas ses journées à tenir un balai. C étaient des mains précises, des mains d'opérateur. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Il a commencé à ramasser les détritus, un par un, avec une lenteur calculée. Chaque papier qu'il prenait était un petit spectacle de soumission. Mais son visage restait impassible. Il ne semblait pas humilié. Il semblait patient, comme un chasseur qui attend que sa proie se vide de son sang. L'ambiance était devenue étrange. Mes gars ne comprenaient pas. Ils voyaient une victoire, mais moi je sentais le goût amer de la défaite. Je venais de tomber dans un piège que j'avais moi-même tendu. Cette tension a duré plusieurs minutes. Le soleil continuait de taper, les cigales chantaient leurs chansons infernales, et ce vieil homme était à genoux, nettoyant mon arrogance. Une fois terminé, il s'est relevé, a remis sa poubelle droite et, sans un regard pour nous, a repris son chemin, son balai recommençant son grattement rythmé sur le bitume. Il a disparu au coin d'un immeuble. Le spectacle était terminé. J'avais gagné en apparence, mais je savais que j'avais perdu quelque chose d'essentiel. L'explosion de violence n'a pas eu lieu ce jour-là. C'est ça, le vrai protocole des professionnels. Ils n'agissent jamais sous le coup de l'émotion. Ils observent, ils collectent, ils attendent le moment parfait. L'humiliation que je lui avais infligée ne était pas une insulte pour lui. C était la pièce manquante de son puzzle, la justification finale dont il avait besoin pour lancer l'opération. Mon petit caprice de caïd venait de valider une intervention à grande échelle. J'avais donné le feu vert pour ma propre destruction. La véritable explosion n'a pas eu lieu ce jour-là. C'est ça, le vrai protocole des professionnels. Ils n'agissent jamais sous le coup de l'émotion. Ils observent, ils collectent, ils attendent le moment parfait. L'humiliation que je lui avais infligée n'était pas une insulte pour lui. C'était la pièce manquante de son puzzle, la justification finale dont il avait besoin pour lancer l'opération. Mon petit caprice de caïd venait de valider une intervention à grande échelle. J'avais donné le feu vert pour ma propre destruction. L'explosion, la vraie, a eu lieu 3 mois plus tard, le 18 octobre, à 06h du matin. Je dormais profondément dans mon appartement au 8e étage, le même appartement que je payais en liquide et qui servait de bureau officieux. Le premier son a été un boom assourdissant, comme si le ciel nous tombait sur la tête. Ma porte blindée, qui m'avait coûté une fortune, a été arrachée de ses gonds et a volé à travers le salon. Le chaos venait de commencer. Avant même que mes yeux ne s'habituent à l'obscurité, une lumière blanche et aveuglante a rempli la pièce, suivie d'une détonation qui m'a laissé sourd. Une grenade assourdissante. Des ombres noires, massives, équipées de casques et de fusils d'assaut, ont envahi l'appartement. C était la BRI, pas les flics du coin, elle élite. En moins de 2 secondes, j'ai été tiré du lit. Plaqué au sol, le visage contre le carrelage froid. Mon Glock sous l'oreiller était aussi utile qu'un jouet. Le chasseur était devenu la proie. La transition a été si brutale, si rapide, que mon cerveau n'a pas eu le temps de comprendre. Un instant, J était le roi de la Castellane, l'intouchable. L'instant d'après, J était un homme en caleçon, maîtrisé par des opérateurs qui se déplaçaient avec une précision militaire, sans un cri, sans un mot superflu. Il connaissait l'agencement de mon appartement par cœur. Il savait exactement où aller, quoi chercher. L'opération avait été planifiée dans les moindres détails. Pendant que J était maintenu au sol, un genou pesant sur ma nuque, je voyais mes partenaires tomber les uns après les autres. Des opérations simultanées avaient lieu dans toute la cité. Sofiane, Karim, les vendeurs, les chauffeurs, tout le réseau était démantelé en quelques minutes. 0 coup de feu, 0 basse. C était une extraction chirurgicale. Ils n'étaient pas là pour une guerre de rue, ils étaient là pour décapiter la logistique de la DZ Mafia, une efficacité terrifiante. La panique a laissé place à une résignation glaciale. J'ai compris que tout était fini. Ce N n'était pas une simple descente pour saisir quelques grammes de résine. C était une opération de renseignement, préparée depuis des mois, voire des années. Et le déclencheur, le point de départ de ma chute, C était lui, le vieux balayeur, l'homme invisible que j'avais choisi de provoquer par pur orgueil. Il n'était pas une victime. Il était le juge, le jury et le bourreau. Ils m'ont traîné dehors, les mains attachées dans le dos par un serflex en plastique qui me cisaillait les poignets. Devant mon immeuble,
Tous les voisins étaient à leurs fenêtres, filmant avec leur téléphone. L'humiliation était totale. Le roi déchu, exposé en sous-vêtements devant son peuple. C'était ça, leur véritable arme. Pas seulement la force, mais la destruction psychologique. Ils ne se contentaient pas de vous arrêter. Ils anéantissaient votre réputation, votre aura, votre pouvoir. Dans mon appartement, ce n'était pas la drogue qu'ils cherchaient. Une équipe spécialisée a utilisé un détecteur de métaux et a ouvert une cloison dans ma chambre. Derrière, ils ont trouvé ce qu'ils étaient venus chercher. Un ordinateur portable crypté et les livres de compte détaillant toutes les transactions, les noms des contacts au port, les routes d'importation. Ils n'ont pas touché à l'argent liquide. L'objectif était bien plus grand. Ils voulaient faire tomber tout le système. Le combat était terminé avant même d'avoir commencé. Il n'y a pas eu de résistance. Comment résister à des fantômes qui connaissent chacun de vos mouvements? La BRI a sécurisé le périmètre. Et ensuite, les enquêteurs en civil sont arrivés pour nettoyer la scène, collecter les preuves. Tout s'est déroulé dans un calme impressionnant, un ballet professionnel qui contrastait violemment avec le chaos de notre quotidien. Était la justice de l'État, froide, implacable et incroyablement efficace. Mon appartement était un champ de ruines, mais un silence glacial avait remplacé le chaos. La BRI avait sécurisé le périmètre, laissant la place à des types en civil, des enquêteurs qui se déplaçaient sans un bruit. Ils n'ont même pas regardé la drogue sur la table. Un d'eux a sorti un détecteur et a pointé un mur. En quelques secondes, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, le portable crypté et les livres de compte du port. L'opération visait le cerveau, pas les muscles. On m'a traîné dehors en caleçon, les mains liées dans le dos par un serflex qui me sciait les poignets. Le jour se levait à peine, mais déjà toutes les fenêtres de la cité étaient pleines de visages, de téléphones qui filmaient ma chute. Le roi de la Castellane, à genoux sur le bitume froid. C'était ça leur vraie victoire, pas la saisie. Ils ne se contentaient pas de t'arrêter. Ils effaçaient ton existence, ton respect, ton aura devant ton propre peuple. C'est là que je l'ai vu. Un homme en costume impeccable, chaussures cirées, s'est approché de la zone sécurisée. Il n'avait plus son gilet fluorescent, mais j'ai reconnu ses yeux bleus et froids instantanément. C'était lui, Monsieur Bernard, le spectre. Il s'est accroupi à ma hauteur, sans une trace de mépris, juste une sorte de calme professionnel. Le prédateur était sorti de sa cachette, et j'y étais sa proie, enfin exposée à la lumière du jour. Il a sorti une tablette et m'a montré une photo. Était moi, le pied en l'air, shootant dans sa poubelle, le visage déformé par l'arrogance. Une image parfaite. Tu te souviens de ce jour? Sa voix était posée, sans émotion. On avait besoin d'une justification légale pour lancer l'opération. Ton petit spectacle nous a donné tout ce qu'il nous fallait. D'une certaine manière, Yanis, merci pour ta collaboration. Chaque mot était un coup de poignard. Ma sentence a été lourde. 20 ans ferme à la prison des Baumettes. Association de malfaiteurs. Trafic en bande organisée. Le juge a lu ça comme une liste de courses. Sofiane a pris 15 ans, Karim 10. Le réseau a été décapité. Une base comptable pour le système. On est passé de roi à de simples numéros de matricule en l'espace d'une matinée. Et tout ça parce que j'avais sous-estimé un vieil homme avec un balai, la plus grosse erreur de ma vie. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je suis le larbin de l'étage B au Baumettes. Ma vie se résume à une serpillière et un seau à nettoyer la pisse et la misère des autres. L'ironie est amère, non? Le grand caïd de la Castellane, tombé pour avoir humilié un agent de propreté, est devenu agent de propreté lui-même. Grâce à mon ordinateur, les vrais patrons de la DZ sont tombés avec moi. Je ne suis plus qu'un fantôme dans un système qui m'a déjà oublié. Le plan Stupé, lui, n'a jamais cessé. La DZ Mafia a été effacée, mais le vide a été comblé en moins d'une semaine. Aujourd'hui, c'est le clan Yoda qui tient le terrain. Ils ont juste changé le nom sur la porte du bureau. Le système est plus fort que les hommes qui le composent. La cité a besoin de son économie parallèle pour respirer. Mon histoire n'est qu'une anecdote qu'on raconte aux petits pour leur apprendre à ne pas faire de vagues inutiles. Et lui, le spectre, je ne l'ai jamais revu, bien sûr. Il s'est évaporé comme il était apparu. Parfois, j'imagine qu'il est en train de balayer une autre rue, dans un autre quartier chaud de France, ou peut-être qu'il sert des cafés dans un bar près du port, écoutant les conversations des dockers. Il est l'arme silencieuse de l'État, un prédateur qui change de peau pour mieux chasser,
traquant des diables bien plus grands que le petit roi que j'y étais. La leçon, si vous en voulez une, est simple. Dans la cité, on croit que le pouvoir, c'est une Kalachnikov et un T-Max qui fait du bruit. C'est une illusion. Le vrai pouvoir, le pouvoir qui dure, est silencieux. Il ne porte pas de survêtement. Lacoste, il porte un uniforme de travail. Il t'observe, il prend des notes et il attend patiemment le bon moment pour te rayer de la carte. Et moi, j'ai été effacé de l'équation à cause d'une putain de poubelle.